Vous pensez connaître votre propre fille jusqu'au jour où elle ouvre la porte de sa nouvelle maison, vous regarde avec un sourire glacial et vous annonce qu'elle doit partir en voyage dès le lendemain. 12 heures de vol dans le dos. 65 ans. Et la seule chose qu'elle avait à m'offrir, c'était une liste d'horaires pour les enfants et la clé de la chambre d'amis. Pas d'embrassade. Pas de « comme je suis contente de te voir, maman ». Juste des instructions. Comme si j'étais la domestique qu'elle avait engagée par téléphone 3 semaines plus tôt, quand elle m'avait tellement supplié de venir passer Noël en famille. Je m'appelle Madeleine Roux. Je suis née et j'ai vieilli à Saint-Auban-des-Pras, dans le sud de la France, là où tout le monde se salue encore dans la rue et où les portes des maisons restent déverrouillées. J'ai élevé ma fille seule après que son père nous a abandonnés. J'ai travaillé dans 2 emplois pendant des années pour payer ses études, ses cours de piano, les beaux vêtements qu'elle exigeait. Je ne me suis jamais plainte. Je pensais construire quelque chose de solide. Je pensais qu'elle s'en souviendrait. Que quand je vieillirais, cet amour me reviendrait d'une manière ou d'une autre. Tout a commencé par cet appel téléphonique à la mi-novembre. Élodie n'appelait jamais sans raison précise. Quand le téléphone a sonné ce mardi pluvieux, j'étais en train de retirer le linge du fil avant que l'orage n'éclate. Sa voix était étrange, trop douce, trop affectueuse. Elle m'a dit que les enfants me réclamaient, que Lucien, l'aîné, me demandait tous les jours, que la petite Amélie voulait apprendre à faire ma tarte tatin. Elle m'a dit que ce Noël serait spécial, que je méritais d'être avec ma famille, qu'elle paierait mon billet d'avion. Elle a tellement insisté qu'elle en a même pleuré au téléphone. Comment aurais-je pu refuser? Comment une mère refuse-t-elle la demande de sa propre fille quand celle-ci dit avoir besoin d'elle? J'ai embarqué dans l'avion à Nice avec le cœur serré d'anticipation et d'espoir. J'avais emporté avec moi les cadeaux que j'avais achetés avec l'argent de ma retraite. Un pantin en bois artisanal pour Lucien, une poupée de chiffon faite main pour Amélie, une boîte de calissons d'Aix pour Élodie, ces confiseries qu'elle adorait quand elle était petite. J'ai passé les 12 heures de vol à imaginer le moment où ils ouvriraient la porte. Les embrassades, les sourires, les enfants sautant dans mes bras. J'imaginais l'odeur du dîner de Noël en préparation, les conversations autour de la table, les rires qui résonneraient dans toute la maison. La réalité a été un coup de poing dans l'estomac. Le taxi m'a déposé devant une immense maison à l'Orgue, une ville que je n'avais jamais visitée auparavant. 3 étages. Jardin impeccable. Portail automatique. Élodie avait déménagé là-bas 2 ans plus tôt et ne m'avait jamais invité avant. Pas même pour découvrir les lieux. Pas même pour voir comment les enfants grandissaient. J'ai sonné à la porte en tenant ma vieille valise, sentant chacune des 12 heures de vol peser sur mon dos, mes genoux, mes épaules. Quand la porte s'est ouverte, ma fille était différente. Vêtements coûteux, ongles impeccables. Cheveux dans une coupe moderne qui devait coûter plus cher que ma facture d'électricité. Elle m'a regardé de haut en bas, comme si elle évaluait si je conviendrais pour le travail qu'elle avait prévu. Pas d'embrassade, pas de sourire sincère, juste un « Ah, tu es arrivé !» accompagné d'un geste impatient pour que j'entre vite parce qu'il faisait froid dehors. J'ai laissé ma valise dans l'entrée. Les enfants étaient au salon en train de regarder la télévision, mais ils n'ont pas couru me saluer. Lucien m'a regardé avec curiosité, comme quelqu'un qui essaie de se rappeler le visage d'une personne vue il y a longtemps. Amélie n'a même pas levé les yeux de l'écran. Mathieu, le gendre, était au téléphone en train de gesticuler nerveusement, discutant de quelque chose concernant des virements bancaires. Lui non plus ne m'a pas salué. Élodie est allée droit au but. Elle n'a même pas attendu que je m'assoie. Elle m'a dit qu'une opportunité incroyable venait de se présenter. Un forfait voyage pour Courchevel, 6 jours dans les montagnes, tout compris. Mais il devait repartir dès le lendemain. « Et les enfants ?» ai-je demandé. La réponse est venue rapide et froide. Je m'en occuperai. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé en faveur. Comme si j'étais venue de si loin exactement pour cela. Comme si 12 heures d'avion n'étaient que le juste prix à payer pour le privilège d'être utile. Je suis restée silencieuse. J'ai regardé ma fille et j'ai essayé de retrouver en elle la petite fille que j'avais élevée. La petite fille qui pleurait dans mes bras quand elle faisait des cauchemars. La petite fille qui me serrait fort en disant que j'étais la meilleure maman du monde. Mais cette femme devant moi était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne connaissais pas.
quelqu'un qui calculait chaque mot, chaque geste. J'ai senti quelque chose se briser en moi à cet instant. Ce n'était pas de la colère, c'était une tristesse profonde, la certitude que j'étais devenue invisible pour elle, juste un outil, quelque chose d'utile quand c'était pratique. Elle m'a ensuite montré la chambre d'amis où je dormirais. Une pièce petite, froide, avec un lit étroit et une lampe qui tremblotait. Rien de personnel, rien qui disait « bienvenue ». J'ai posé ma valise et je me suis assise sur le bord du lit. Mes jambes tremblaient, pas seulement de fatigue, mais de cette réalisation brutale que ma propre fille m'avait fait traverser la France pour me transformer en gardienne gratuite pendant qu'elle partirait skier dans les Alpes. Le premier soir, elle m'a donné une longue liste d'instructions. Horaire des repas pour les enfants, médicaments à donner, numéro d'urgence, contact de voisins. Elle parlait vite, sans me regarder dans les yeux. Elle débitait ses ordres comme un patron pressé qui donne des directives à un employé temporaire. Mathieu était là aussi, vérifiant des réservations sur son téléphone, hochant la tête distraitement. Aucun d'eux ne m'a demandé si j'avais faim, si j'étais fatiguée, si le voyage s'était bien passé. J'étais juste là pour remplir une fonction. Avant de dormir cette première nuit, j'ai aidé à mettre Amélie au lit. La petite fille était agitée, se plaignant qu'elle ne voulait pas que ses parents partent en voyage. Élodie n'a même pas essayé de la calmer. Elle a simplement fermé la porte et est descendue les escaliers. Je suis restée seule dans la chambre avec ma petite fille, la berçant doucement, chantant à voix basse une chanson que je fredonnais à Élodie quand elle était petite. Amélie a fini par s'endormir. Quand je suis descendue, la maison était silencieuse. Mathieu était sorti. Élodie s'était enfermée dans le bureau. Je suis allée à la cuisine me préparer une tisane. C'est à ce moment-là que j'ai vu son téléphone posé sur le comptoir. L'écran était allumé. Une notification de message vocal. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je vous jure que non. Mais le nom sur la notification a attiré mon attention. C'était celui de la banque. Message urgent concernant un virement. Quelque chose à propos de documents signés, de procuration. Mon nom était mentionné dans le message. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Procuration ? Quelle procuration ? Je n'avais jamais rien signé. J'ai regardé autour de moi. La maison était silencieuse. Je suis montée lentement jusqu'au bureau. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, j'ai vu un dossier ouvert sur le bureau. Des documents, des contrats, des relevés bancaires, et là, au milieu de tout cela, une feuille avec ma signature. Fausse, mais incroyablement bien imitée. Ils avaient utilisé ma signature pour garantir un prêt énorme. Si quelque chose tournait mal, c'est moi qui serais poursuivi, pas eux, moi. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis accrochée au bord du bureau. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas seulement pour garder les enfants, ce n'était pas pour Noël, ce n'était pas pour la famille, c'était pour l'argent, pour utiliser mon nom, ma confiance, mon ignorance. Il ne me voulait pas comme grand-mère, il voulait une garantie. Quelqu'un qui signerait des papiers sans comprendre, quelqu'un de jetable. Je suis retournée dans la chambre d'amis. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé ma valise que je n'avais même pas encore complètement défaite. J'ai pensé partir, prendre un taxi, retourner à l'aéroport, disparaître de cette maison et ne plus jamais regarder en arrière. Mais j'ai alors entendu Amélie gémir dans la chambre d'à côté. J'ai entendu Lucien tousser. Ces enfants n'étaient pas coupables, ils étaient innocents. Et si je partais, qu'adviendrait-il d'eux ? Je me suis allongée sur le lit sans parvenir à dormir. J'ai passé toute la nuit à réfléchir, à calculer, à me remémorer chaque détail de la conversation avec Élodie, chaque regard de Mathieu, chaque papier que j'avais vu dans ce bureau. Et puis, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais appris il y a de nombreuses années quand mon mari avait essayé de me piéger avec une fausse dette juste avant de nous abandonner. J'avais appris qu'il existe des clauses de protection, des déclencheurs automatiques, des moyens de tout bloquer si quelque chose semble suspect. Et si ce contrat contenait l'une de ces clauses ? Et si je pouvais l'activer ? Le matin, je suis descendue pour le petit déjeuner. Ils étaient tous excités, valise prête, enfants recevant des instructions sur le comportement à adopter. Mathieu vérifiait les billets.
Élodie m'a donné une liste énorme de choses à faire avec Lucien et Amélie. Horaires, repas, médicaments, contacts d'urgence. Elle parlait vite, sans me regarder dans les yeux, débitant simplement ses ordres. Quand elle a eu fini, j'ai souri. Un sourire calme, tranquille. Et j'ai dit juste une phrase. « Avant que vous ne partiez, je dois informer quelque chose à la banque et au notaire de l'orgue. » Le silence a été immédiat. Mathieu s'est figé. Élodie s'est arrêtée net. Son visage a perdu toute couleur. Elle a essayé de rire, mais sa voix est sortie tremblante. De quoi est-ce que je parlais? Pourquoi aurais-je besoin de parler à la banque? J'ai continué à sourire. J'ai dit que c'était juste une procédure de routine, quelque chose concernant mes documents. Rien de grave. Mais j'avais besoin de le faire avant qu'ils ne partent. Mathieu a lâché les valises. Élodie a demandé à me parler en privé. Nous sommes entrés dans le bureau. Elle a essayé de garder son calme, mais je voyais la panique dans ses yeux. Elle m'a demandé ce que j'allais exactement dire à la banque. J'ai répondu que j'allais simplement confirmer quelques signatures, vérifier que tout était en ordre. Après tout, j'étais une dame de 65 ans. J'avais besoin d'être certaine que personne n'utilisait mon nom sans autorisation. Elle a pâli. Mathieu est entré dans le bureau. Ils ont commencé à discuter à voix basse. Des mots coupés, des regards nerveux. Ils ont essayé de me convaincre que ce n'était pas nécessaire, qu'ils pourraient tout régler à leur retour. Mais j'ai insisté. J'ai dit que j'avais déjà pris rendez-vous, que le notaire m'attendait, que ce n'était qu'une formalité, rien d'inquiétant, sauf s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les valises ont été abandonnées, les billets annulés. Le voyage de rêve s'est transformé en cauchemar en quelques minutes. Mathieu a passé un coup de fil urgent. Il a essayé d'inverser quelque chose. Mais c'était déjà trop tard. Cette simple phrase avait activé exactement ce que j'avais imaginé. Une clause de sécurité qui gelait toute transaction financière sans ma présence physique. Toute tentative d'utiliser la procuration maintenant déclencherait un audit automatique. Et s'ils annulaient, la banque enquêterait pour savoir pourquoi. J'ai passé les jours suivants à m'occuper de Lucien et Amélie. Avec affection, avec patience. J'ai appris à Amélie à faire la tarte tatin. J'ai joué au puzzle avec Lucien. J'ai raconté des histoires avant le coucher. Les enfants ont commencé à m'appeler mamie avec une affection sincère. Ils ont commencé à sourire en me voyant, à me chercher quand ils étaient tristes. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas que leurs parents avaient essayé de me manipuler. Ils ne savaient pas que ce Noël avait été un piège. Élodie et Mathieu sont restés coincés dans cette maison avec moi, incapables de partir en voyage, incapables de toucher à l'argent, incapables de faire quoi que ce soit d'autre qu'attendre, et regarder pendant que je m'occupais de leurs enfants avec le même dévouement que j'avais toujours eu. Mais maintenant, avec une différence. Ils savaient que je savais, et ils savaient qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise femme. Parce que l'amour d'une mère n'est pas une permission de trahison. Et une grand-mère fatiguée peut être bien plus dangereuse que quiconque ne l'imagine. Le matin du 4e jour, je me suis réveillée avant l'aube. La maison était encore plongée dans le silence, ce silence lourd qui précède les tempêtes. Je suis descendue à la cuisine et j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Tartines beurrées avec soin, confiture d'abricots maison que j'avais apportée de Saint-Auban dans ma valise, chocolat chaud pour les enfants que j'ai fait chauffer doucement en remuant pour éviter qu'ils n'attachent. Ces gestes simples, répétitifs, m'apaisaient. Ils me rappelaient qui j'étais vraiment. Pas une victime, pas une femme manipulée, juste une grand-mère qui savait encore prendre soin de ceux qu'elle aimait. Lucien est descendu en premier, encore vêtu de son pyjama à rayures, les cheveux complètement ébouriffés, frottant ses yeux ensommeillés avec ses petits poings. Il s'est assis à côté de moi sans prononcer un mot et a appuyé sa tête contre mon bras. Un geste si simple, si innocent, mais qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Cet enfant cherchait de l'affection, de la stabilité, de la tendresse, quelque chose que ses propres parents étaient bien trop occupés à calculer, à planifier, à manipuler pour lui offrir. Il avait besoin de savoir qu'au moins une personne dans cette maison l'aimait sans condition, sans arrière-pensée. Amélie est arrivée quelques minutes après, traînant derrière elle sa poupée préférée, celle avec les cheveux en laine rouge et la robe à pois bleus
que je lui avais offerte l'année précédente lors d'une de mes rares visites. Elle m'a regardé avec ses grands yeux clairs et m'a demandé si je pouvais lui faire des nattes comme celles que je lui avais faites la veille. Je l'ai soulevée et installée sur mes genoux, sentant son petit corps chaud contre le mien. J'ai commencé à démêler ses cheveux avec douceur, prenant mon temps, écoutant ses bavardages incessants. Elle racontait des histoires complètement inventées, mélangeant des princesses imaginaires et des dragons qui parlaient, riant de ses propres blagues, avec cette spontanéité magnifique que seuls les enfants possèdent. Je souriais en l'écoutant, hochant la tête au bon moment, posant des questions pour l'encourager. Mais à l'intérieur de moi, une rage froide et calculée grandissait. Comment Élodie pouvait-elle utiliser ces enfants merveilleux comme monnaie d'échange? Comment pouvait-elle construire une vie entière sur des mensonges, sur des manipulations, sur des faux documents et penser que tout irait bien? Comment pouvait-elle dormir la nuit en sachant ce qu'elle avait fait à sa propre mère? Ces questions tournaient dans ma tête comme un manège sans fin. Élodie est descendue vers 9 heures. Son visage était fatigué, marqué par des cernes profonds sous les yeux. Ses traits étaient tirés, tendus, comme ceux de quelqu'un qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle n'avait pas dormi. Je le voyais clairement dans ses yeux rougis, dans sa démarche lourde. Mathieu non plus, probablement. Ils avaient passé toute la nuit enfermés dans leur chambre à chercher une solution désespérée, à essayer de comprendre comment une vieille femme du sud de la France, une simple retraitée qu'ils considéraient comme ignorante et manipulable, avait pu faire s'effondrer leur château de cartes avec une seule phrase bien placée. Elle s'est servi une tasse de café sans me regarder, évitant soigneusement mon regard. Elle a pris son téléphone portable sur le comptoir, a commencé à taper nerveusement un message, ses doigts tremblant légèrement sur l'écran tactile. Puis elle s'est arrêtée brusquement, a posé le téléphone avec un geste brusque. M'a fixé avec une intensité troublante, comme si elle essayait de lire mes pensées, de comprendre ce que je savais exactement. « Maman, il faut qu'on parle. Maintenant. » J'ai continué à tresser les cheveux d'Amélie sans lever les yeux vers elle, gardant mes gestes calmes et mesurés. J'ai répondu d'une voix douce, presque détachée, que nous pouvions parler après le petit déjeuner, que les enfants avaient moins besoin de manger d'abord, que c'était important de respecter les routines, surtout pour eux. Elle a serré la mâchoire si fort que j'ai vu un muscle tressauter sur le côté de son visage. Elle a insisté, sa voix montant d'un cran. Mathieu est apparu dans l'encadrement de la porte, à ce moment précis, comme s'il attendait son signal. Il avait l'air d'un homme complètement acculé, d'un homme qui venait tout juste de réaliser que son plan parfait, son stratagème bien huilé, avait un défaut fatal. Moi. Lucien a immédiatement senti la tension électrique qui emplissait la pièce. Il a arrêté de manger sa tartine et m'a regardé avec inquiétude, ses grands yeux cherchant une explication, un réconfort. J'ai posé ma main sur sa petite épaule et j'ai souri. Je lui ai dit avec toute la tendresse dont j'étais capable que tout allait bien, que mamie et maman devaient juste discuter de choses ennuyeuses d'adultes, de choses qui ne les concernaient pas. Rien d'important pour de si merveilleux enfants. Il a hoché la tête lentement, rassuré par mon ton calme et apaisant. Amélie, elle, a continué à babiller joyeusement, complètement inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle, perdue dans son monde imaginaire. J'ai terminé ses nattes avec soin, faisant un joli nœud avec le ruban rose qu'elle avait choisi. Je les ai embrassés tous les deux tendrement sur le front. Je leur ai dit d'aller jouer dans leur chambre pendant quelques minutes, que mamie les rejoindrait bientôt. Quand ils sont sortis de la cuisine en courant, leurs petits pas résonnant dans l'escalier, le silence est tombé comme une chape de plomb étouffante. Élodie s'est assise lentement en face de moi, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. Mathieu est resté debout derrière elle, les bras croisés sur sa poitrine, dans une posture défensive, essayant probablement de se donner une contenance. Elle a commencé doucement, choisissant ses mots avec soin. Elle a dit qu'il y avait eu un terrible malentendu, que la procuration avait été préparée uniquement pour me protéger, pour faciliter les choses si jamais il m'arrivait quelque chose de grave, que c'était une simple précaution, une mesure de sécurité, rien de plus. Elle mentait. Évidemment qu'elle mentait, et elle le savait parfaitement. Et je le savais tout aussi bien.
Mais elle continuait, s'enfonçant de plus en plus profondément dans ses mensonges. Elle essayait désespérément de me convaincre, de m'amadouer, de me rassurer, de me ramener dans le rôle confortable qu'elle m'avait assigné. La vieille naïve qui signe des papiers sans les lire, sans comprendre les implications. Je l'ai laissé parler. J'ai écouté patiemment chaque mot qui sortait de sa bouche, chaque excuse pathétique, chaque tentative maladroite de manipulation. Je l'ai laissé se débattre dans ses propres contradictions. Puis, quand elle a enfin terminé son discours préparé, je me suis levé très lentement de ma chaise. J'ai marché jusqu'à la grande fenêtre qui donnait sur le jardin. J'ai regardé longuement le jardin parfaitement entretenu. Les haies taillées avec une précision militaire. La pelouse d'un vert impeccable, tondue au millimètre près. Les rosiers alignés. Tout était si propre, si méticuleusement organisé, si parfaitement faux, exactement comme leur vie. Élodie, j'ai travaillé toute ma vie pour te donner ce que je n'avais pas moi-même. J'ai fait des sacrifices que tu ne peux même pas commencer à imaginer. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, j'ai renoncé à mes rêves, j'ai mis ma propre vie entre parenthèses. Et pourquoi ? Pour que tu aies une meilleure vie que la mienne. Pour que tu puisses étudier, réussir, t'épanouir. J'ai cru sincèrement que tu grandirais en comprenant la valeur fondamentale de l'honnêteté, de l'intégrité, du respect. Mais aujourd'hui, en te regardant, je me rends compte que je t'ai peut-être trop protégée, trop gâtée. Je t'ai épargné toutes les difficultés, tous les obstacles. Je t'ai appris à prendre sans jamais rien rendre en retour. Elle a essayé de m'interrompre, ouvrant la bouche pour protester. J'ai levé ma main fermement, un geste simple mais autoritaire. Elle s'est tue immédiatement, surprise par ma détermination. Mathieu a bougé nerveusement, mal à l'aise, ne sachant plus où se mettre. J'ai continué d'une voix ferme. Cette procuration que vous avez fabriquée avec ma signature, c'est un faux grossier. Vous le savez parfaitement. Je le sais tout aussi bien. Et maintenant, le notaire le saura aussi. Parce que cet après-midi même, j'ai rendez-vous avec lui et avec un avocat spécialisé en droit bancaire. Et ensemble, ils vont examiner méticuleusement chaque document, chaque contrat, chaque transaction que vous avez osé faire en utilisant mon nom sans mon consentement. Mathieu a littéralement explosé à ce moment-là. Il a crié que je n'avais absolument aucun droit de faire ça, que je ne comprenais rien à leur situation financière complexe, que c'était pour notre bien à tous, pour l'avenir de la famille, que j'allais tout gâcher par mon entêtement. Élodie, elle, a éclaté en sanglots. Elle a dit que je détruisais tout ce qu'ils avaient reconstruit, que j'allais ruiner définitivement leur vie, leurs projets d'avenir, leurs rêves. Elle m'accusait de détruire leur famille. J'ai attendu patiemment qu'ils se calment, qu'ils épuisent leur colère et leur désespoir. Puis j'ai parlé à nouveau. Ma voix était basse, calme, posée. Mais chaque mot que je prononçais pesait comme du plomb. Vous m'avez fait venir ici sous un faux prétexte de réunion familiale, sous prétexte d'amour filial, de lien du sang. Vous avez utilisé mes petits-enfants innocents comme appât émotionnel. Vous m'avez transformé en caution bancaire pour vos dettes, en garantie pour vos emprunts risqués. Et vous pensiez sérieusement que je n'allais rien remarquer? Que j'étais trop vieille pour comprendre? Trop stupide pour me rendre compte de votre manipulation? Élodie sanglotait maintenant sans retenue, le visage enfoui dans ses mains. Mais ses larmes ne m'atteignaient plus du tout. J'avais pleuré toutes les larmes que j'avais en réserve pour elle pendant ces 3 longues nuits blanches passées à me retourner dans mon lit. Maintenant, il ne restait en moi qu'une clarté absolue. Une clarté froide, implacable, qui voyait les choses exactement telles qu'elles étaient. Le rendez-vous chez le notaire en fin d'après-midi a confirmé précisément ce que je savais déjà. La procuration était effectivement un faux. Un faux remarquablement bien fait, certes, mais un faux quand même. Le prêt considérable avait été contracté en utilisant frauduleusement ma signature. Le notaire m'a expliqué en détail que si Mathieu ne remboursait pas selon les échéances prévues, c'est moi qui serais légalement poursuivi par la banque. Moi qui perdrais ma petite maison à Saint-Auban, cette maison où j'avais élevé ma fille, où j'avais vécu toute ma vie. Moi qui finirais mes dernières années complètement ruiné, sans toit, sans rien.
L'avocat qui l'accompagnait a été extrêmement direct avec moi. Il m'a dit clairement que c'était une fraude caractérisée, qu'il y avait des preuves matérielles irréfutables, que je pouvais porter plainte au pénal immédiatement et que j'avais toutes les chances de gagner. Je suis rentré à la maison en fin d'après-midi, le cœur lourd, mais l'esprit clair. Lucien et Amélie jouaient dans le jardin, insouciants et heureux. Ils ont couru vers moi en riant aux éclats dès qu'ils m'ont aperçu. Ils se sont accrochés à mes jambes avec affection. Ils m'ont demandé si je pouvais leur raconter une histoire avant le dîner, comme je le faisais chaque soir. J'ai dit oui sans hésiter. Bien sûr que oui. Toujours oui pour eux. Parce que, ces enfants merveilleux, ils n'avaient absolument rien fait de mal. Eux, ils méritaient tout l'amour sincère que je pouvais leur donner. Élodie m'attendait dans le salon, assise rigidement sur le canapé. Son visage était complètement gonflé par les pleurs. Ses yeux étaient rouges et bouffis. Elle a murmuré d'une voix à peine audible qu'elle était désolée, que Mathieu l'avait poussée à faire ça, que c'était entièrement son idée à lui, qu'elle ne voulait pas vraiment me faire du mal, qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là. J'ai écouté son discours sans répondre, sans réagir. Puis je suis montée directement dans ma chambre. J'ai sorti ma vieille valise de sous le lit. J'ai commencé à ranger méthodiquement mes affaires, pliant chaque vêtement avec soin. Elle a frappé timidement à la porte quelques minutes plus tard. Elle m'a supplié de rester, de ne pas partir comme ça, de lui donner une dernière chance de réparer les choses. J'ai fermé ma valise avec un bruit sec. Je me suis tournée lentement vers elle, et j'ai dit la seule chose qui restait à dire entre nous. Je vais rester jusqu'à la fin des vacances de Noël, pour Lucien et Amélie uniquement, pas pour toi, certainement pas pour toi. Quand je partirai d'ici, tu ne me reverras plus jamais. Et si jamais tu oses essayer d'utiliser mon nom à nouveau, de quelque manière que ce soit, je n'hésiterai pas une seule seconde à te faire poursuivre en justice. Tu es ma fille. Tu le seras toujours. Mais je ne suis plus ta victime. Plus jamais. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon arrivée dans cette maison, j'ai dormi. Un sommeil lourd, profond, réparateur. Parce que j'avais enfin repris le contrôle de ma propre vie. Parce que j'avais enfin osé dire la vérité à haute voix, et parce que, pour la toute première fois de mon existence, j'avais choisi consciemment ma dignité personnelle plutôt que l'amour inconditionnel et aveugle d'une mère qui refuse de voir la réalité en face. Les jours suivants ont été étranges, presque surréalistes. Une sorte de trêve silencieuse et fragile s'est installée dans cette grande maison de l'orgue. Chacun évoluait dans son propre espace, évitant les confrontations directes, marchant sur des œufs. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits, de regards évités, de conversations interrompues dès que j'entrais dans une pièce. Élodie évitait systématiquement mon regard, détournant les yeux chaque fois que nos chemins se croisaient dans le couloir ou dans la cuisine. Mathieu disparaissait pendant des heures entières, enfermé dans son bureau au volet mi-clos, au téléphone constamment avec la banque, avec des avocats dont je n'ai jamais appris les noms, avec des gens qui semblaient tous avoir des solutions miraculeuses qui ne menaient nulle part. Moi, je continuais simplement à m'occuper des enfants avec toute l'attention et la tendresse qu'ils méritaient. Je leur faisais découvrir des recettes que ma propre mère m'avait apprises quand j'étais enfant. Des petits gâteaux aux amandes, des crêpes parfumées à la fleur d'oranger, des biscuits au miel qui embaumaient toute la maison. Je leur racontais des histoires de mon enfance passée dans le sud, des aventures dans les champs de lavande, des étés passés à cueillir des cerises sous le soleil brûlant. Je leur apprenais des chansons anciennes que ma propre mère me chantait le soir avant de dormir, des berceuses provençales douces et mélancoliques qui parlèrent de la mer et des montagnes. Lucien m'a posé une question troublante un matin, alors que nous préparions ensemble le petit déjeuner. Il m'a demandé d'une voix hésitante, presque craintive, pourquoi sa maman pleurait tout le temps maintenant. Pourquoi elle s'enfermait dans sa chambre? Pourquoi elle ne souriait plus jamais? J'ai caressé tendrement ses cheveux bruns si doux et je lui ai expliqué avec des mots simples que les adultes traversent parfois des moments très difficiles dans leur vie. Que sa maman allait bien, qu'elle était juste un peu fatiguée, un peu triste. Que ce n'était pas de sa faute à lui, qu'il ne devait surtout pas s'inquiéter, qu'elle l'aimait plus que tout au monde. Il m'a regardé avec ses grands yeux sérieux,
ses yeux qui semblaient que bien trop mûrs pour un enfant de son âge, et il a dit quelque chose qui m'a littéralement glacé le sang dans les veines. « Mamie, maman a dit à papa hier soir que tu voulais nous enlever notre maison, que tu allais nous mettre à la rue. C'est vrai ?» J'ai senti ma poitrine se serrer douloureusement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Élodie essayait donc de retourner complètement la situation, de me faire passer pour la méchante de l'histoire, pour celle qui détruisait leur belle vie, pour la grand-mère cruelle qui voulait ruiner sa propre famille. J'ai pris une grande respiration pour me calmer. J'ai posé mes mains sur les épaules de Lucien et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai expliqué aussi clairement que possible que ce n'était absolument pas vrai, que mamie voulait juste protéger tout le monde, que parfois, dans la vie, protéger les gens qu'on aime signifie dire des choses difficiles, des choses que les autres ne veulent pas entendre. Que c'était compliqué, mais que je ne ferais jamais, jamais rien qui puisse leur faire du mal à lui et à sa petite sœur. Il a hoché lentement la tête, même s'il ne comprenait probablement pas vraiment tout ce que je disais. Puis il m'a serré très fort dans ses petits bras maigres et il a murmuré contre mon épaule qu'il m'aimait très fort. Cet instant précis a failli me briser complètement, parce que j'ai réalisé avec une clarté douloureuse à quel point ces enfants innocents étaient pris au piège d'une situation qui les dépassait totalement, pris entre des parents qui les utilisaient cyniquement comme bouclier émotionnel, comme argument pour m'apitoyer, et une grand-mère qui devait impérativement partir bientôt pour sauver ce qui lui restait de vie, de dignité. Comment pouvais-je les abandonner à leur sort ? Comment pouvais-je partir en sachant qu'ils resteraient avec des parents capables de telles manipulations ? Mais comment pouvais-je rester dans cette maison empoisonnée par les mensonges ? Le soir même, après avoir patiemment couché les enfants, après leur avoir raconté une dernière histoire, chanté une dernière berceuse, je suis descendue au salon. Mon cœur battait fort. J'avais pris une décision. Élodie et Mathieu étaient là, assis côte à côte sur le grand canapé en cuir beige. Ils avaient l'air complètement épuisés, physiquement et moralement, vaincus. Leurs épaules étaient affaissées, leurs traits creusés par le manque de sommeil et l'angoisse. Mathieu a parlé en premier, sa voix inhabituellement basse et fatiguée. Il a dit qu'ils avaient enfin trouvé une solution acceptable, qu'ils allaient officiellement annuler la procuration frauduleuse, rembourser intégralement le prêt avec l'aide financière de la famille de Mathieu, qui avait accepté de leur prêter l'argent nécessaire, que mon nom serait définitivement retiré de tous les documents bancaires et légaux. Il a ajouté, presque dans un murmure à peine audible, la tête baissée, qu'ils étaient sincèrement désolés de ce qui s'était passé. Élodie a lentement levé ses yeux rougis vers moi. Pour la première fois depuis plusieurs jours interminables, elle m'a vraiment regardée. Pas un regard furtif, évitant, mais un vrai regard. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant chez ma propre fille. De la honte. Une honte profonde, brûlante, dévastatrice. Une honte qui la rongeait de l'intérieur. Elle a ouvert la bouche comme pour parler, cherchant désespérément ses mots, mais aucun son n'est sorti. Sa gorge semblait complètement nouée. Alors elle a simplement baissé la tête à nouveau. Et elle a pleuré, sans bruit cette fois, sans les sanglots dramatiques des jours précédents. Juste des larmes silencieuses qui coulaient lentement sur ses joues pâles, suivant le même chemin encore et encore, sans jamais s'arrêter. Je me suis assise lentement en face d'eux dans le fauteuil. J'ai attendu patiemment qu'elle reprenne un minimum de contrôle sur ses émotions, qu'elle sèche ses larmes, qu'elle soit capable de m'écouter vraiment. Puis j'ai parlé, doucement mais fermement, avec toute la clarté que je pouvais rassembler. « Élodie, quand tu étais petite, tu devais avoir 7 ou 8 ans. Tu as eu une institutrice à l'école primaire qui te répétait constamment que tu n'étais pas assez bonne en mathématiques, que tu n'y arriverais jamais, que ce n'était pas fait pour toi. Tu rentrais à la maison en pleurant tous les soirs, le cartable lourd sur ton dos. Tu voulais complètement abandonner. Arrêter d'essayer. Mais tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'époque. » Elle a relevé légèrement la tête, écoutant malgré ses larmes. « Je t'ai dit que les gens allaient toujours essayer de te faire douter de toi-même, de tes capacités, de ta valeur, que c'était inévitable dans la vie, mais que la seule chose qui comptait vraiment, la seule chose qui importait au fond,
c'était de ne jamais te trahir toi-même, de ne jamais devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais pas dans le miroir le matin, quelqu'un dont tu aurais honte. J'ai marqué une pause, laissant mes mots pénétrer. Tu te souviens de ça? De cette conversation dans la cuisine, un soir de pluie? Elle a hoché lentement la tête, les lèvres tremblantes. Alors maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Regarde-toi vraiment. Regarde objectivement ce que tu es devenu au fil des années. Regarde ce que tu as osé faire à ta propre mère, à la femme qui t'a élevé seule, qui a tout sacrifié pour toi. Est-ce que c'est vraiment la personne que tu voulais être quand tu étais cette petite fille qui pleurait dans mes bras? Est-ce que c'est l'exemple que tu veux donner à tes propres enfants? Est-ce que tu veux qu'ils apprennent qu'on peut mentir, manipuler, trahir ceux qu'on aime pour de l'argent? Le silence qui a suivi mes paroles était absolument écrasant, pesant. Mathieu a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ses mains tremblaient légèrement. Élodie a complètement caché son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Et moi, assise là dans ce salon trop grand, trop luxueux, j'ai senti quelque chose se relâcher profondément en moi. Une tension énorme que je portais depuis des années sans vraiment m'en rendre compte. Peut-être même depuis toujours. La tension constante de vouloir être aimé inconditionnellement, de vouloir être nécessaire à tout prix, de vouloir croire désespérément que j'avais bien fait les choses en tant que mère, que tous mes sacrifices avaient eu un sens. Mais la vérité brutale, celle que je devais maintenant accepter, c'est que j'avais échoué dans certains aspects essentiels de son éducation. Pas parce que je n'avais pas assez donné, au contraire, mais parce que j'avais beaucoup trop donné sans jamais poser de limites. Parce que j'avais systématiquement protégé Élodie de toutes les conséquences de ses actes. Parce que je lui avais inconsciemment appris qu'elle pouvait tout prendre sans jamais rien rendre en retour. Que l'amour maternel était un puissant fond qu'elle pouvait exploiter à l'infini. Et maintenant, elle payait le prix terrible de cette éducation mal calibrée. Nous le payons tous, chacun à notre manière. Le lendemain matin, vers 11h, j'ai reçu un appel du notaire de l'orgue. Sa voix était professionnelle mais chaleureuse. Il me confirmait officiellement que tous les documents frauduleux avaient été définitivement annulés, que mon nom avait été complètement retiré de tous les dossiers bancaires, que je n'avais désormais plus aucune responsabilité légale, financière ou morale dans cette affaire compliquée, que j'étais libre, totalement libre. J'ai remercié poliment, j'ai raccroché calmement, et je me suis assise à la grande table de la cuisine en bois massif, regardant pensivement par la fenêtre le jardin parfaitement entretenu où Lucien et Amélie jouaient ensemble, insouciants et heureux, construisant un château de sable imaginaire avec des seaux en plastique coloré. Élodie est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, marchant lentement, prudemment. Elle tenait une enveloppe blanche dans ses mains tremblantes. Elle me l'a tendue sans prononcer un seul mot, incapable de croiser mon regard. À l'intérieur, soigneusement plié, il y avait un billet d'avion. Un aller simple pour Nice. Classe économique. Prévu pour le lendemain matin à 9h. Elle a dit d'une voix complètement cassée, brisée, qu'elle comprenait parfaitement si je voulais partir plus tôt que prévu. Que je n'avais absolument aucune obligation morale ou familiale de rester une minute de plus dans cette maison. Que je serais libre de partir quand je le souhaitais. J'ai regardé longuement ce billet d'avion entre mes doigts. J'ai pensé intensément à ma petite maison modeste à Saint-Auban-des-Pras, à mon jardin un peu sauvage avec ses rosiers qui grimpaient le long du mur, à mes voisins bienveillants qui me saluaient chaleureusement tous les matins quand j'allais chercher mon pain, à ma vie simple, paisible, prévisible, loin de tout ce chaos émotionnel et psychologique, loin de ces manipulations, loin de cette trahison. Puis j'ai pensé aux enfants innocents, à leurs rires cristallins qui résonnèrent dans le jardin, à leurs câlins spontanés et sincères, à la façon touchante dont Amélie me prenait délicatement la main pour me montrer fièrement ses dessins maladroits, à la façon dont Lucien se blottissait contre moi le soir pour écouter mes histoires, ses petits doigts agrippés à mon chandail. Je reste jusqu'à la fin des vacances de Noël, exactement comme c'était prévu initialement. Élodie a ouvert de grands yeux incrédules. Elle ne comprenait manifestement pas ma décision. Pourquoi resterais-je maintenant, après absolument tout ce qui s'était passé entre nous, après la trahison, après les mensonges,
après la manipulation ?» J'ai souri, mais c'était un sourire infiniment triste, chargé de toute la déception accumulée. Parce que j'ai fait une promesse solennelle à tes enfants. Et contrairement à toi, Élodie, je tiens toujours mes promesses, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Les mots ont fait leur effet dévastateur. Elle a littéralement vacillé comme si je venais de la gifler violemment. Son visage s'est décomposé. Puis, elle est sortie précipitamment de la cuisine sans ajouter un seul mot, ses pas résonnant dans le couloir. Et je suis restée là, complètement seule dans cette grande cuisine trop moderne, tenant ce billet d'avion inutile dans mes mains ridées, me demandant avec une tristesse infinie si un jour, dans un avenir lointain peut-être, nous pourrions réparer ne serait-ce qu'une petite partie de ce qui avait été si profondément brisé entre nous. Les jours ont continué à s'écouler lentement. J'ai maintenu ma routine avec les enfants. Nous avons fait des promenades dans le village de l'Orgue. J'ai montré à Lucien comment identifier les différents oiseaux dans le jardin. J'ai appris à Amélie à faire des origamis simples avec du papier coloré. Nous avons ri ensemble. Nous avons chanté. Nous avons créé des souvenirs précieux qui, je l'espérais secrètement, resteraient gravés dans leur mémoire longtemps après mon départ. Mathieu a essayé de me parler une fois. C'était un après-midi, alors que les enfants faisaient la sieste. Il m'a trouvée dans le jardin, assise sur le banc en fer forgé, regardant les nuages passer. Il s'est assis maladroitement à côté de moi, gardant une distance respectueuse. Il a commencé à parler de son enfance difficile, de la pression financière constante qu'il ressentait, de ses peurs de ne pas être à la hauteur. J'ai écouté poliment. Puis je lui ai dit simplement que rien, absolument rien de tout cela ne justifiait ce qu'il m'avait fait. Que la vie est difficile pour tout le monde. Mais que cela ne donne pas le droit de trahir ceux qui nous font confiance. Il n'a rien répondu. Il est simplement reparti, les épaules encore plus voûtées qu'avant. Le dernier jour est arrivé beaucoup plus vite que je ne l'aurais jamais cru possible. Le temps avait filé d'une manière étrange, à la fois interminable dans ces moments de tension et terriblement rapide dans ces instants de bonheur partagés avec les enfants. Lucien et Amélie ont absolument voulu m'aider à faire ma valise ce matin-là. Ils entraient et sortaient de ma chambre en courant, apportant mes affaires dans tous les sens, riant de leur propre maladresse, me demandant avec insistance si je pouvais cacher secrètement une de leurs peluches préférées dans ma valise pour qu'elles viennent avec moi à Saint-Auban. Pour qu'une partie d'eux reste avec mamie, disaient-ils avec leur voix enfantine, pleine d'espoir. J'ai joué le jeu avec tout mon cœur. J'ai ri sincèrement avec eux, feignant de chercher la meilleure cachette pour le petit lapin en peluche d'Amélie. J'ai fait semblant de protester quand Lucien a voulu me donner son robot préféré. Mais à l'intérieur de moi, mon cœur se déchirait lentement, douloureusement, comme du papier qu'on arrache millimètre par millimètre. Chaque sourire que je leur offrais me coûtait un effort surhumain pour retenir les larmes qui menaçaient constamment de déborder. Amélie s'est arrêtée soudainement au milieu de la chambre, tenant sa poupée aux cheveux roux contre sa poitrine. Elle m'a regardée avec ses grands yeux clairs innocents et m'a posé la question que je redoutais tant depuis le début. « Mamie, quand est-ce que tu vas revenir nous voir ?» J'ai hésité longuement, cherchant désespérément les mots justes. Élodie était debout dans l'encadrement de la porte, immobile comme une statue, nous observant en silence. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde qui m'a semblé durer une éternité. Elle savait exactement ce que j'allais répondre. Elle savait parfaitement que je ne reviendrais pas de sitôt, probablement jamais. Peut-être que dans des années, si les choses changeaient radicalement, si elles changeaient vraiment, mais certainement pas dans un avenir proche. Mais comment dire une telle vérité cruelle à des enfants si jeunes, si attachés, si aimants? Alors j'ai souri de mon mieux et j'ai répondu avec toute la douceur dont j'étais capable que nous verrions bien comment les choses évolueraient. Que mamie habitait très loin maintenant. Que c'était un long voyage fatigant, mais qu'elle penserait à eux absolument tous les jours sans exception. Qu'elle les porterait dans son cœur partout où elle irait. Que même si on ne se voyait pas, l'amour restait toujours présent, traversant les distances. Lucien, qui était resté silencieux jusque-là, s'est approché lentement de moi. Il a pris délicatement ma main ridée dans sa petite main douce et chaude.
Il m'a regardé avec ce sérieux inhabituel qu'ont parfois les enfants quand ils pressentent quelque chose d'important. Et il a dit quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, dans mon cœur, jusqu'à mon dernier souffle. « Mamie, maman m'a dit que tu es très fâchée contre elle en ce moment, que tu ne veux plus lui parler. Mais moi, je sais quelque chose d'important. Je sais que tu l'aimes quand même, parce que les mamies aiment toujours leurs enfants, même quand c'est très difficile, même quand ils font des bêtises. C'est comme ça que ça marche, non ?» Les larmes me sont immédiatement montées aux yeux, brûlantes et impossibles à retenir. J'ai dû cligner rapidement plusieurs fois pour ne pas me mettre à pleurer devant eux. J'ai serré sa petite main fragile dans la mienne avec toute la tendresse dont j'étais capable. « Oui, mon petit Lucien, tu as absolument raison. J'aime Élodie, malgré absolument tout ce qui s'est passé, malgré la trahison dévastatrice, malgré les mensonges accumulés, malgré la douleur profonde qu'elle m'a infligée, parce qu'on n'arrête jamais vraiment d'aimer ses enfants, peu importe ce qu'ils font, même quand ils nous brisent le cœur en 1000 morceaux, même quand ils nous déçoivent au-delà de ce qu'on pensait possible. Mais aimer quelqu'un ne signifie absolument pas accepter n'importe quoi de sa part. Aimer ne signifie pas se laisser détruire, manipuler, utiliser. Aimer ne signifie pas renoncer à sa propre dignité. Mathieu est venu me chercher pour me conduire à l'aéroport de Nice. Le trajet en voiture s'est fait dans un silence presque complet. Un silence lourd, inconfortable, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tous les regrets informulés. Il regardait fixement la route devant lui, les mains crispées sur le volant. Moi, je regardais défiler le paysage provençal par la fenêtre, les collines ondulantes, les vignobles alignés, les villages perchés que je connaissais si bien. Quand nous sommes finalement arrivés au terminal des départs, il a garé la voiture dans le parking. Il a sorti ma valise du coffre avec des gestes lents, comme s'il retardait le moment inévitable. Puis il s'est tourné vers moi, se raclant la gorge nerveusement. Il a voulu dire quelque chose. Je le voyais dans ses yeux. Plusieurs fois, il a ouvert la bouche, cherchant ses mots, rassemblant son courage. Mais les mots semblaient coincés quelque part dans sa gorge. Finalement, après ce qui m'a paru une éternité embarrassante, il a simplement murmuré un « désolé » presque inaudible, à peine plus fort qu'un souffle. Sa voix était rauque, brisée par l'émotion qu'il tentait visiblement de contenir. J'ai hoché lentement la tête en signe d'acceptation. Je ne lui ai pas dit que je pardonnais, parce que ce serait un mensonge. Je n'étais pas prête à pardonner. Peut-être que je ne pardonnerai jamais complètement ce qu'ils m'ont fait. Peut-être que certaines blessures sont trop profondes pour guérir entièrement. Mais j'ai accepté ces excuses maladroites parce qu'elles représentaient tout ce qu'il pouvait m'offrir à cet instant précis, toute la rédemption dont il était capable pour le moment. Puis je me suis détournée et je suis partie vers l'entrée du terminal sans me retourner une seule fois. Parce que si je m'étais retournée, si j'avais vu son visage une dernière fois, je ne sais pas si j'aurais eu la force de continuer à avancer. Dans l'avion qui me ramenait enfin chez moi, j'ai fermé les yeux dès que nous avons décollé. J'ai senti l'appareil s'élever dans les airs, prendre de l'altitude, s'éloigner de l'orgue, de cette maison empoisonnée, de cette famille brisée. J'ai repensé intensément à tout ce qui s'était passé durant ces semaines étranges et douloureuses, à la trahison initiale qui m'avait coupé le souffle, à la confrontation nécessaire mais épuisante, à la douleur profonde qui me serrait encore la poitrine, mais aussi à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et d'inattendu, à une force intérieure que je ne savais même pas que je possédais, une force qui m'avait permis de dire non clairement, de me défendre efficacement, de refuser catégoriquement d'être une victime passive et silencieuse. Pendant tant d'années, pendant toute ma vie d'adulte en fait, j'avais sincèrement cru que mon rôle de mère était de donner inconditionnellement. Toujours donner, encore et encore, sans jamais rien attendre en retour, sans jamais poser de limites, sans jamais dire stop. Mais j'avais finalement compris quelque chose d'absolument essentiel, quelque chose qui aurait dû m'apparaître bien plus tôt. Donner sans aucune limite, c'est enseigner aux autres qu'ils peuvent prendre éternellement sans jamais subir la moindre conséquence. C'est leur apprendre qu'ils peuvent nous utiliser, nous manipuler, nous blesser, et que nous serons toujours là, souriantes et disponibles,
prête à tout leur pardonner. Quand l'avion a finalement atterri à Nice, quand les roues ont touché le tarmac avec ce petit choc familier, j'ai ressenti un soulagement immense et presque physique. Comme si un poids énorme, écrasant, venait enfin d'être retiré de mes épaules fatiguées. Comme si je pouvais enfin respirer librement, après avoir retenu mon souffle pendant des semaines. J'ai pris un taxi jusqu'à Saint-Auban-des-Pras. Le chauffeur était bavard et chaleureux, mais je n'avais pas vraiment envie de parler. Je me contentais de répondre poliment par monosyllabes, regardant défiler les paysages familiers qui défilèrent par la fenêtre. Jusqu'à ma petite maison modeste, avec ses volets bleus délavés par le soleil. Jusqu'à mon jardin un peu sauvage, avec ses rosiers grimpants et ses lavandes qui embaumaient. Jusqu'à mon vieux banc en bois usé, où je m'asseyais religieusement tous les soirs d'été pour regarder le soleil se coucher derrière les collines. En ouvrant la porte d'entrée qui grinçait légèrement sur ses gonds, j'ai respiré profondément, emplissant mes poumons de cet air familier. L'odeur si reconnaissable de lavande séchée que je gardais dans des sachets un peu partout dans la maison. Le silence paisible et apaisant, si différent de la tension constante qui régnait à l'orgue. Tout était exactement comme je l'avais laissé quelques semaines auparavant. Les mêmes meubles anciens, hérités de ma mère. Les mêmes photos encadrées sur les étagères. Les mêmes rideaux de dentelle à la fenêtre. Mais moi, en revanche, j'avais profondément changé. J'étais partie en tant que mère désespérée de plaire à sa fille, prête à tout accepter pour maintenir un semblant de lien familial. Je revenais en tant que femme qui avait courageusement repris sa dignité, qui avait redressé la tête, qui avait refusé d'être une victime. Les semaines qui ont suivi mon retour ont été étonnamment calmes et paisibles. J'ai repris ma routine quotidienne avec un certain soulagement. Le marché le mercredi matin, le jardinage l'après-midi, les conversations avec mes voisins qui s'inquiétaient de ma santé après ce long voyage. Élodie a appelé une fois, environ 2 semaines après mon départ. C'était un dimanche soir pluvieux. Sa voix au téléphone était différente, plus douce, plus humble. Elle m'a dit que les enfants me réclamaient constamment, qu'ils dessinaient des cartes colorées pour moi qu'ils gardaient précieusement dans leur chambre, qu'ils me demandaient tous les jours quand mamie reviendrait. Elle m'a dit aussi, et sa voix tremblait en parlant, qu'elle avait commencé une thérapie avec une psychologue. Que Mathieu et elle essayaient sincèrement de reconstruire leur vie sur des bases plus saines, plus honnêtes, de comprendre ce qui les avait amenés à faire quelque chose d'aussi terrible. Elle ne m'a pas demandé pardon directement, pas explicitement, mais j'ai clairement entendu dans sa voix tremblante quelque chose qui ressemblait fortement à du regret authentique, à de la honte véritable, à une prise de conscience tardive mais réelle. Je lui ai répondu calmement que j'étais sincèrement contente pour elle, que je lui souhaitais vraiment de réussir dans cette démarche difficile, que c'était courageux de sa part d'accepter d'aller voir quelqu'un, mais que moi, de mon côté, j'avais absolument besoin de temps. Beaucoup de temps. Peut-être des mois, peut-être des années, peut-être pour toujours. Je ne savais pas encore. Elle a compris sans protester. Elle n'a pas insisté lourdement comme elle l'aurait fait autrefois. Elle a simplement accepté ma décision avec une maturité nouvelle. Avant de raccrocher, elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas parfaitement entendu à cause de la mauvaise connexion. Quelque chose qui ressemblait étrangement à « merci ». Merci pourquoi exactement? Pour avoir dit la vérité? Pour avoir posé des limites? Pour lui avoir montré qu'on ne peut pas tout faire impunément? Aujourd'hui, plusieurs mois après ces événements douloureux, je m'occupe paisiblement de mon petit jardin. Je taille mes rosiers avec patience. Je plante de nouvelles herbes aromatiques. Je prends régulièrement des nouvelles de mes voisins âgés. Je vis une vie simple, modeste, mais qui m'appartient entièrement. Une vie dont je suis la seule maîtresse. Parfois, quand je suis assise sur mon banc le soir, je regarde les photos récentes de Lucien et Amélie qu'Élodie continue de m'envoyer par message. Je souris tendrement en voyant leurs visages qui grandissent, qui changent, leur sourire qui ressemble tellement à celui d'Élodie quand elle était petite. Mais je ne réponds pas toujours immédiatement. Parfois, je laisse passer plusieurs jours avant de répondre. Parce que j'ai appris quelque chose de fondamental durant cette épreuve. L'amour ne se mesure absolument pas à la disponibilité immédiate et inconditionnelle. Que poser des limites claires et fermes n'est pas de l'égoïsme cruel. Et que parfois, paradoxalement,
S'éloigner temporairement de quelqu'un qu'on aime profondément, c'est la seule façon de survivre émotionnellement, de préserver ce qui reste de soi-même. Mon histoire n'a pas de fin heureuse au sens traditionnel et romantique du terme. Pas de grande réconciliation en larmes comme dans les films. Pas de déclaration d'amour éternelle. Pas de pardon magique qui efface instantanément toute la douleur. Juste une vieille femme qui a courageusement choisi de ne plus être invisible aux yeux de sa propre fille. Qui a catégoriquement refusé d'être une victime silencieuse et résignée. Et qui, malgré la douleur lancinante, malgré la trahison dévastatrice, malgré la déception profonde, a finalement trouvé quelque chose d'infiniment précieux au fond de cette épreuve. Le respect absolu d'elle-même, la dignité retrouvée, la fierté d'avoir dit non. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si mon histoire résonne en vous d'une manière ou d'une autre, si vous vous reconnaissez dans ce parcours douloureux, sachez ceci avec certitude. Vous n'êtes absolument pas obligé de tout accepter aveuglément au nom sacré de l'amour familial. Vous avez le droit fondamental de dire non clairement. Le droit légitime de poser des limites saines. Le droit essentiel de protéger farouchement votre dignité personnelle. Même si cela signifie douloureusement vous éloigner temporairement ou définitivement de ceux que vous aimez le plus au monde. Parce qu'au bout du compte, quand tout sera dit et fait, la seule personne avec qui vous vivrez absolument chaque jour jusqu'à votre tout dernier souffle, c'est vous-même. Et cette personne-là, cette femme que vous voyez dans le miroir chaque matin, elle mérite d'être respectée profondément. Toujours, sans exception, sans compromis. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder dans le miroir et de vous demander si vous n'avez pas donné trop de vous-même à ceux qui ne le méritaient peut-être pas ? Je viens de partager avec vous l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Ce n'était pas facile de revivre ces moments en les racontant. Chaque mot m'a coûté. Chaque souvenir m'a serré. Mais je l'ai fait parce que je sais, au plus profond de mon cœur, que je ne suis pas la seule à avoir vécu quelque chose de semblable. Que quelque part, en m'écoutant aujourd'hui, vous vous êtes peut-être reconnu dans mon histoire, dans ma douleur, dans mes doutes, dans cette sensation terrible d'être devenu invisible aux yeux de ceux qu'on aime le plus. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre, pas seulement en tant qu'auditrice, mais en tant que femme qui a sa propre histoire à raconter. Dites-moi sincèrement dans les commentaires, est-ce que vous auriez pris la même décision que moi ? Est-ce que vous auriez eu le courage de poser des limites, même si cela signifiait perdre temporairement le lien avec votre propre enfant ? Ou auriez-vous choisi de rester silencieuse, de tout accepter, simplement pour préserver la paix familiale ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacune de nous a son propre chemin. Mais vos mots comptent. Votre expérience compte. Votre vérité mérite d'être entendue. Peut-être avez-vous, vous aussi, été manipulé par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Peut-être avez-vous dû choisir entre votre dignité et l'amour familial. Peut-être portez-vous encore cette blessure en silence, sans jamais l'avoir partagée avec personne. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers, des millions même, à avoir vécu des trahisons semblables. Et parfois, simplement écrire ce qu'on ressent dans un commentaire peut être le premier pas vers la guérison, vers la libération, vers la réconciliation avec soi-même. Je suis également très curieuse de savoir d'où vous m'écoutez en ce moment précis. Êtes-vous en France, en Algérie, au Maroc, en Belgique, ou peut-être dans un autre coin du monde francophone ? Dites-moi votre ville, votre pays. Parce que ces histoires, aussi personnelles soient-elles, traversent les frontières et nous rappellent que la condition humaine, avec ses joies et ses peines, est universelle. Que nous partageons toutes les mêmes peurs, les mêmes espoirs, les mêmes luttes intérieures. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé des souvenirs enfouis, ou vous a fait réfléchir différemment sur vos propres relations familiales, alors je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, nous partageons des récits authentiques. Des histoires de femmes qui ont traversé des tempêtes et qui ont choisi de ne pas se laisser couler. Des récits qui parlent de résilience, de dignité retrouvée, de courage discret mais puissant. Chaque vidéo que nous publions est une main tendue, une voix qui dit « Tu n'es pas seul dans ce que tu vis ». En vous abonnant,
Vous rejoignez une communauté de femmes fortes, de survivantes, de guerrières silencieuses qui savent que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'elle vaut toujours la peine d'être vécue avec honneur. Vous recevrez régulièrement de nouvelles histoires qui, je l'espère, continueront à vous accompagner, à vous inspirer, à vous rappeler votre propre valeur quand le monde essaye de vous faire croire le contraire. Laissez un commentaire, même court, même simple. Dites-moi juste ce que vous avez ressenti. Si vous avez pleuré, si vous avez eu envie de me serrer dans vos bras, si vous m'avez trouvée courageuse ou au contraire trop sévère avec ma fille. Tout m'intéresse, parce que vos mots nourrissent ma propre réflexion. Ils me rappellent pourquoi je partage ces moments si intimes de ma vie. Pourquoi j'expose mes blessures devant des milliers de personnes que je ne connais pas personnellement, mais avec qui je partage quelque chose de profondément humain. Et si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui traverse une situation similaire, quelqu'un qui se sent utilisé, manipulé, invisible dans sa propre famille, partagez cette histoire avec elle. Peut-être qu'elle trouvera dans mes mots le courage qu'elle cherche depuis longtemps. Peut-être que mon histoire allumera une petite flamme d'espoir dans son cœur fatigué. Parce que c'est exactement pour cela que je raconte. Pour que d'autres femmes, d'autres mères, d'autres grand-mères sachent qu'elles ont le droit de dire non. Qu'elles ont le droit d'exister pleinement, même quand cela dérange. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Maintenant, c'est à vous de parler. Les commentaires sont ouverts et j'ai hâte de vous lire, de découvrir vos histoires, vos réflexions, vos vérités. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous nous rappelons mutuellement que la dignité n'a pas de prix et qu'une vie vécue avec respect de soi vaut 1000 fois mieux qu'une vie vécue dans l'ombre, en silence, par peur de déranger ceux qui devraient justement nous célébrer.